Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Déjà la deuxième partie de la saison 9 de Silence on roule. Les batteries usagées de GM pourraient alimenter des centres de données d'intelligence artificielle. Le circuit électrique ajoute un nouveau réseau interopérable à sa liste déjà bien garnie. Les ventes globales de véhicules électriques ont augmenté de 21 % en juillet. Les Tesla se vendent encore très bien en Norvège. Daniel Breton nous parle des mesures adoptées par le gouvernement fédéral. On parle des événements à venir avec l'Association des véhicules électriques du Québec. Et en grande entrevue, on parle de notre essai routier de la toute nouvelle Ioniq 9. Et que dire que lorsqu'on ouvre les portes, les gens sont tombés un peu sur le derrière de voir l'intérieur. Là. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 203 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec plaisir et passion que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des belles vacances, on revient de vacances. Y a-tu fait beau? Hein? On va se parler dans le blanc des yeux, là. Y a-t-il fait beau? C'est effrayant, il a fait beau tout le temps, du soleil. On a peut-être même manqué d'eau, hein? Les rivières, les lacs sont un peu à sec. Vivement qu'il y ait un petit peu plus de pluie là, dans les prochains mois. Idéalement, la nuit. Il pleut la nuit, il fait beau le jour. On serait heureux, tout le monde. Il n'y aurait pas de problème avec ça. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien, que vous en avez profité pour vous reposer, faire le plein d'énergie. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. On vous revient avec une deuxième partie de saison 9, vraiment bien remplie, des sujets, des entrevues en banque. On a plein de choses intéressantes qui s'en viennent. Restez avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps aller sur votre plateforme de balado préférée, Spotify, Apple Podcast, peu importe où vous nous écoutez. Et puis, souvent, vous pouvez nous mettre des petits 5 étoiles, des petits commentaires. Prenez le temps de mettre des étoiles et de laisser des commentaires. On aime ça, on les lit. Vous êtes super gentils. Je pense que le podcast est apprécié. Puis vos feedbacks, on les aime. Vous pouvez nous laisser aussi des feedbacks sur notre boîte vocale directement. Là, vous allez sur silenceonroule.com et puis il y a un petit bouton vert à droite pour laisser un message sur notre boîte vocale numérique. Profitez-en de nous laisser des messages, nous écrire, nous poser des questions. On écoute vos questions puis on pourra y répondre pendant les prochains épisodes avec grand plaisir. J'en profite pour vous donner un scoop. Le podcast est produit par mon studio ici, les studios Bass, et on travaille présentement sur un beau projet, un autre podcast qui n'a rien à voir avec les véhicules électriques. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais si vous aimez la qualité de ce que vous entendez à Silence on roule, vous allez vraiment, je pense, être impressionné par ce nouveau podcast là, que je démarre très bientôt avec un nouveau collaborateur. Et puis, c'est un autre beau projet pour le studio ici, là, des belles choses à venir. Je vous tiens au courant, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, plein de choses. On a eu les annonces du gouvernement fédéral il y a quelques jours à peine sur les sommes qui sont disponibles pour les infrastructures de recharge. Ça crée un peu de confusion. Là, les gens pensent que ça remplace les subventions pour les voitures électriques. C'est pas le cas. On en parle tantôt avec Daniel Breton. On va essayer de démêler tout ça. On a également Frédéric Saint-Laurent de l'Association des véhicules électriques du Québec qui vient nous parler des événements de l'AVEC. C'est quoi les événements de l'AVEC? Puis qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi les prochains événements? Si vous voulez voir, essayer des voitures électriques, poser des questions. Il va répondre à, je pense, bien des questions que vous pouvez vous poser sur le sujet. Également, aujourd'hui, en grande entrevue, notre ami que vous connaissez très, très bien, Sébastien Côté, qui a eu la chance là, d'avoir accès via Silence on roule à un véhicule là, de flotte de presse qui nous a été prêté, la Ioniq 9, la toute nouvelle Ioniq 9. On a pu faire les essais de ce véhicule-là pendant un bon bout de temps, rouler avec, ça faire nos impressions. Alors, Sébastien va nous relater en long et en large ce qu'il a pensé de ce magnifique véhicule, la Ioniq 9.
Finalement, on a notre troisième capsule, retour dans le rétro, qui nous fait le survol historique de l'arrivée des voitures électriques. Donc aujourd'hui, on va parler des années 70. Donc ne manquez pas ça, c'est très apprécié cette capsule-là. J'ai beaucoup de bons feedbacks sur le sujet. Sans plus tarder, allons tout de suite aux actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Les batteries usagées de véhicules électriques de GM pourraient bientôt alimenter des centres de données d'intelligence artificielle. Le constructeur a signé un protocole d'entente avec Crusoe, une entreprise spécialisée en infrastructure d'intelligence artificielle, pour utiliser des batteries neuves et usagées dans un système de stockage d'énergie alimentant un micro-réseau au Nevada. Ce projet s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer la résilience du réseau électrique américain tout en valorisant les batteries en seconde vie. Ce partenariat est en collaboration avec GM et Redwood Materials, a été annoncé en mai l'année dernière, car pour recycler les déchets de production de ces usines Ultium Cells, la coentreprise GM et LG Energy Solutions ont décidé de collaborer ensemble et faire des projets comme ce dernier. Ces batteries alimentent déjà un micro-réseau au Nevada desservant Crusoe. Le système peut fournir 12 MW de puissance installée et une capacité totale de 63 MWh. Sans tambour ni trompette, le circuit électrique a ajouté à sa liste déjà bien garnie de réseaux interopérables un nouveau réseau auquel vous avez maintenant accès qui s'appelle Red eCharge. Le réseau Red eCharge est assez bien garni avec des bornes de 50 à 250 kW ainsi que plusieurs bornes niveau 2. Elles se trouvent un peu partout aux États-Unis, mais plus particulièrement au nord des États-Unis, tout près de la frontière du Québec et de l'Ontario, ce qui en fait une option de choix pour nous, les Québécois. C'est donc 1500 nouveaux points de recharge supplémentaires pour les voyageurs. Les ventes globales de véhicules électriques ont augmenté de 21 % en juillet par rapport à l'année précédente, soit le rythme le plus lent depuis janvier et en baisse relative par rapport aux 25 % enregistrés en juin. En raison du ralentissement des ventes des véhicules hybrides rechargeables en Chine, a déclaré mercredi la société d'études des marchés Rowmotion. Le ralentissement relativement modéré des ventes globales de véhicules électriques montre toutefois que d'autres marchés compensent en partie cette baisse, les ventes européennes bénéficiant notamment d'incitations visant à accélérer la décarbonation. En dépit de la polémique entourant les prises de position politiques d'Elon Musk, la Norvège continue d'embrasser Tesla alors que les ventes de la marque chutent lourdement dans d'autres pays comme l'Allemagne, la Suède, le Danemark et les Pays-Bas. En Norvège, par contre, elle a progressé de 24 % au premier trimestre de 2025 dans le pays nordique, faisant de la Norvège le deuxième plus grand marché européen pour Tesla. Espen Lysholm, propriétaire de sa troisième Tesla en Norvège, en moins de 10 ans, résume le dilemme de nombreux Norvégiens. C'est un peu une épée à double tranchant d'avoir une Tesla, mais en termes de technologie et d'infrastructure de recharge, personne ne s'en approche.
La relation entre la Norvège et Tesla remonte à plus d'une décennie. Le pays a été l'un des premiers marchés hors Amérique du Nord à recevoir la Model S en 2013 et à bénéficier d'un réseau de superchargeurs, gage d'une recharge rapide et fiable. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. Daniel Breton, bonjour. Bonjour, Martin. Daniel, il y a quelques jours à peine, une annonce a été largement médiatisée qui venait de Ressources naturelles Canada qui annonçait des sous disponibles pour des projets en lien avec des infrastructures de recharge. Les gens attendaient depuis quelques jours, là, savaient qu'il y a quelque chose qui s'en venait et ont interprété ça comme étant l'annonce du gouvernement pour le retour des subventions. Là, ils voient que ce qui est annoncé, c'est des sous pour des bornes de recharge. D'où la conclusion que certains tirent, ben c'est ça, ils ont décidé de mettre l'argent sur des bornes plutôt que des voitures. Alors qu'on parle vraiment de deux choses totalement différentes. Peux-tu nous démêler un peu tout ça, Daniel? En fait, je pense qu'il y a des gens qui se sont excités un petit peu rapidement. Parce que quand moi j'ai vu que c'était le secrétaire parlementaire au ministre des Ressources naturelles, je me disais, ce ne sera pas pour un programme de rabais parce que ça relève de Transport Canada. Exact. Donc, effectivement, la plupart de l'argent est allé pour l'installation de 850 bornes de recharge publiques supplémentaires, plus aussi un peu de financement pour les véhicules lourds. Mais c'est ça, il ne faut pas mélanger les choses. Je peux comprendre que les gens soient un peu mêlés parce que depuis 2 mois, on a eu la ministre de l'Innovation, de la Science et du Développement économique, Mélanie Joly, qui a annoncé un retour prochain des rabais. Puis la ministre Julie DeBrusin, ministre de l'Environnement, qui a annoncé elle aussi un retour prochain des rabais. Ce qui a fait que quand j'ai parlé avec les gens de Transport Canada, j'ai dit, coudonc, est-ce que c'est encore le ministère des Transports qui s'occupe des rabais? Ils ont dit oui. OK. Mais c'est pas les bonnes personnes qui l'annoncent ou qui en parlent. Oui, les bonnes personnes qui l'ont annoncé. Puis, en plus de ça, ce que ça a fait, c'est que ça a eu l'effet boomerang où les gens disent, bon, ben, on va attendre que le rabais soit officiel, puis on va aller magasiner. En attendant, on va arrêter d'acheter des voitures électriques. On va attendre le retour du rabais. Donc, je peux comprendre la confusion parce que pour beaucoup de gens qui ne sont pas dans le milieu, c'est confondant. Tout à fait. Donc, si je clarifie, Daniel, l'annonce qui a été faite, qui est une bonne nouvelle, il y a des sous qui vont être disponibles pour des projets là, qui visent à installer des infrastructures de recharge supplémentaires au Canada. Donc, principalement au Québec. Donc, principalement au Québec, effectivement. Ça n'enlève en rien la probabilité ou les chances du retour des subventions pour les véhicules parce que c'est pas le même ministère, c'est pas les mêmes enveloppes, c'est pas géré du tout par le... Fait qu'il n'y a aucun lien à faire entre les deux, là. Ceux qui tirent la conclusion que, à cette heure qu'il y a eu ça, on n'aura pas les subventions pour les voitures, c'est ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Nous, on a des discussions avec le gouvernement fédéral ces temps-ci toutes les semaines. On leur a proposé des recommandations par rapport et aux infrastructures de recharge et à la norme zéro émission qui fait le feu de nombreuses attaques ces jours-ci. Ouais. Toutes sortes de raisons plus farfelues et fausses les unes que les autres. Mais aussi pour les rabais. C'est-à-dire que nous, on a dit, on vous suggère de ramener le rabais, mais d'annoncer dès le jour 1 que le rabais va diminuer graduellement pour qu'il disparaisse à terme. Mais de faire ça de façon prévisible pour les consommateurs, les concessionnaires et les constructeurs. Pas faire une espèce de fouillis dans lequel on s'est retrouvé au mois de janvier 2025. Oui, dans lequel on est encore parce que visiblement, plusieurs attendent encore le retour de ce rabais-là pour acheter. Oui. L'espèce de flou artistique sur une éventuelle date de retour fait en sorte que les gens continuent à étirer puis à étirer. Donc, on a hâte que ça se termine, qu'il y ait une annonce officielle qui se fasse puis que ça revienne, là. Moi, honnêtement, je commence à me dire que ça va être si ça doit revenir, et j'ai confiance d'une certaine manière que ça doit revenir. Sous quelle forme? Moi, je suis certain que ce ne sera pas le même programme. C'est-à-dire que ça va être le même programme, mais ajusté. Oui. De nouvelles réalités.
Mais moi, je pense que ça va être dans le budget. Quand va avoir lieu le budget? Ça, c'est la question à 1 000 $. J'ai demandé aujourd'hui à des gens du gouvernement fédéral quand aura lieu le budget. Ils m'ont regardé, on aimerait bien savoir nous aussi. Donc, moi, je m'attends à ce que ce soit autour de la fin septembre, quelque chose comme ça. peut-être. Ouais, OK. La consultation prébudgétaire du ministère des Finances se termine le 28 août. Donc, on n'aura pas un budget avant ça, c'est sûr. Puis là, je me dis, bof, 30 jours. Donc, j'essaie de calculer, là, à mon avis, ça va être autour de la fin septembre. Ça serait logique. Dans le mar de café, là. Ouais. Daniel, en terminant, juste valider la perception, parce que tu l'as dit, tu l'as abordé tantôt brièvement, mais il y a beaucoup d'attaques actuellement sur les véhicules électriques. Et là, le fait que les gens pensaient que c'était le retour de la subvention, que certains ont réalisé que c'était pas ça, c'était autre chose. Il y en a, en interprétant mal ce que c'est, on dit ça veut peut-être dire que les subventions ne reviendront pas. Puis plusieurs réagissent en disant, vous voyez, depuis quelques mois, il ne s'en vend pas d'auto électrique, puis il n'y a pas de subvention. C'est la preuve que sans subvention, ça ne fonctionne pas. Alors que le problème, c'est pas qu'il n'y ait plus de subvention. La journée où ça va être clair qu'il n'y en aura plus, les gens vont en racheter des voitures électriques. Là, ils n'en achètent pas parce qu'ils savent que c'est imminent qu'il y a un bon montant qui les attend s'ils attendent. Donc, on force les gens d'attendre. Donc, ce n'est pas un désintérêt, c'est une attente momentanée du retour de la subvention pour faire l'acquisition. Absolument. Absolument. Mon Dieu, qui s'en dit des niaiseries ces jours-ci sur l'électrification des transports, sur la norme zéro émission. Il y a une grosse campagne de désinformation, de peur, de doute. Et les conservateurs ont lancé aujourd'hui une campagne qui s'appelle Your Car, Your Choice, qui est la version canadienne de Mon char, mon choix d'Éric Duhaime. Oui, tout à fait. Avec le même niveau de démagogie, de manipulation et de mensonge que ce qu'on a vu avec Éric Duhaime. Fait que, grosso modo, on a joué dans ce film-là. Tout à fait. Écoute, Daniel, mon petit doigt me dit qu'on va avoir à se reparler bientôt. Il y a trop de choses qui bougent. T'as été bien gentil de faire du temps dans ton horaire ultra chargé pour nous aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir, Martin. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydrosolutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydrosolutions, leur mission, vous simplifier la vie. Quand on parle de voitures électriques qui fait tourner les têtes, depuis quelques années, on doit dire que les Coréens ont la palme avec leur série de Ioniq, les Kia, etc. Et là, aujourd'hui, on veut focusser particulièrement sur la Ioniq 9. Et pour en parler, j'ai avec moi mon collègue que vous connaissez bien, Sébastien Côté. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Martin. Sébastien, on va parler aujourd'hui de la Ioniq 9 que tu as eu la chance d'avoir en essai. Mais avant de parler de la Ioniq 9, avant de parler de notre coréenne, on va parler d'une japonaise. Oui. Parce que tu as pu avoir accès à la Nissan Leaf 2026. Oui, exactement. Il y a eu la présentation officielle en première canadienne au circuit Icar à Mirabel lors du Grand Prix Nissan Sentra le 6 juillet. Donc, sans savoir, je savais qu'elle était présentée, mais sans savoir que c'est une première canadienne, ça m'a permis de la voir. Puis de voir le look, voir un peu l'intérieur, évidemment par l'extérieur, c'était barré, mais d'avoir aussi la chance de parler avec une responsable aux communications, d'avoir certains hints, certains indices sur le nouveau produit. Ben oui, puis je dois tout de suite dire aux auditeurs, évidemment, on ne parlera pas de la Nissan Leaf aujourd'hui, on a un autre sujet, mais dès qu'on va y avoir accès, donc on aura accès aux véhicules de presse et qu'on pourra rouler avec, tu vas nous revenir avec une entrevue là, où tu vas nous décrire là, tes impressions à plus haut niveau, plus détaillé sur cette magnifique voiture. Mais pour le moment, rapidement, ce que tu as vu? Bien, ce que j'ai vu, là, c'est que pour ceux, bien évidemment, Martin était
je la connais bien, la Leaf. Je l'ai connue aussi en deuxième génération. Là, c'est la troisième génération. Et on va aller, on va dire, corriger des choses qui étaient peut-être dans ses faiblesses. Certaines choses qui étaient moins intéressantes de ce produit-là deviennent intéressantes. Donc, on risque d'être impressionné. Et il semble que Nissan veut la rendre compétitive au niveau du prix aussi sur le marché. Bon, on a bien hâte d'en savoir plus parce que c'est une voiture qui a été parmi les plus populaires au Québec dans les dernières années. Bon, beaucoup de concurrence et aussi beaucoup de technologies qui, soyons honnêtes, pouvaient outrepasser un peu la technologie présente dans la Nissan Leaf actuelle, mais avec une nouvelle mouture, peut-être qu'on va avoir des surprises. Donc, bien hâte de t'entendre là-dessus dans les prochains mois là, quand on y aura accès. On va revenir à notre sujet principal, la Ioniq 9. Tu as eu accès, donc on a eu accès à une Ioniq 9 en essai. Tu as pu l'avoir pour une semaine au complet. Parle-nous donc de cette expérience. Ah, ben une expérience. Ben là, Martin, tu as fait mon bonheur lorsque tu ne pouvais pas t'en occuper. Non, mais sans faire, ça a été un véhicule impressionnant. Ça a été mon mot général. Ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas nécessairement les sports utilitaires et autrement, moins de grande envergure comme ça, mais ce véhicule-là a été impressionnant. Pour ce qu'il va faire, très impressionnant. C'est un véhicule qui est quand même assez gros, tu l'as dit, c'est un véhicule utilitaire sport, donc c'est 6 à 7 passagers? Oui, il y a évidemment possibilité d'avoir, c'est principalement des 7 passagers, mais on a un 6 passagers quand on prend le haut de gamme, siège capitaine, deuxième rangée. Donc, un équivalent au niveau là, de plateforme, là, on connaît le Kia EV9 là, depuis environ 1 an sur le marché. Donc, c'est son petit cousin, là, si on veut. Est-ce que, je te pose une question fort simple, est-ce que la Ioniq 9 est au Kia EV9, ce que la Ioniq 6 est à la EV6? C'est-à-dire que même tableau de bord, on reconnaît... On va reconnaître le tableau de bord au niveau des écrans et tout ça, mais en termes de configuration intérieure, on va voir des différences. Je ne pourrais pas dire, mon essai du EV9 remonte quand même assez loin lors d'un salon, donc j'ai un peu de difficulté à faire une comparaison directe. Mais c'est sûr qu'en ayant une version très haut de gamme, ben là, on voyait qu'il y avait peut-être une touche de plus luxueux de ce véhicule. OK. Donc, le modèle que tu as eu, toi, quelle couleur il était? Vert. Vert, oui. Oui, ce qui détonne dans les gris de ce monde. Ouais. Donc, c'est sûr que ça avait un coup d'œil. Ça attirait l'œil, c'est sûr, de le voir comme ça. Avec des touches là, de design, quand on le voit du derrière, le jeu de lumière fait penser peut-être à des Volvo familiales de ce monde. Donc ça, avec les feux arrière qui sont verticaux. Verticaux, là, ça fait tourner les têtes. Puis c'est sûr que là, le contraste en plus avec l'intérieur blanc qu'il y avait, ben, ça faisait une touche très luxueuse. Oui, tout à fait. On pense souvent à ces véhicules-là, puis on les voit comme relativement carrés, je te dirais. Côté aérodynamisme, est-ce qu'on a quand même quelque chose d'intéressant? Oui, bien là, l'Ioniq 9 a vraiment poussé l'aérodynamisme un peu plus pour assurer vraiment la fluidité du véhicule. Donc, on voit un design beaucoup plus effilé. Ceux qui ont déjà vu un Kia V9, on est vraiment dans un autre monde. Donc, très fluide. Vers l'arrière, on s'en va vers la fuite. Là, ça rétrécit vers l'arrière un peu comme ils appellent ça tailboat en anglais. Ouais. Coefficient de traînée de 0.269, donc 0.27 si on l'arrondit, ce qui est quand même surprenant pour un véhicule de ce type. Ils ont vraiment poussé là, au niveau de l'aérodynamisme aussi sous le véhicule. C'est pas juste un plancher plat au centre. Au niveau des essieux, ils ont travaillé d'autres affaires. OK, intéressant. Sur quelle plateforme il est construit? La même que les autres? Oui, la GMP du groupe coréen qu'on connaît depuis plusieurs années, architecture 800 volts. Et la batterie, grosseur en capacité de la batterie? C'est la plus grande du groupe à ce jour, donc 110,3 kWh. Malheureusement, je n'ai pas la quantité utilisable, mais c'était une capacité de 110. Et ça donne une autonomie de 500 km et un peu plus? Hein? Oui, entre 500 et 539, là, dépendant si on prend le rouage intégral et le niveau d'équipement plus élevé. OK. C'est chaussé sur du combien, ça, cette affaire-là? Les versions vont aller entre 19 et 21 pouces. Le 19 pouces, évidemment, là, il est sur la version d'entrée de gamme. La version qui était à l'essai, là, c'était les 21 pouces. C'est ce qui explique que l'autonomie est annoncée à 500 km. OK. Puis de la taille, ceux qui connaissent la EV9, on est dans les mêmes tailles ou on est plus gros, plus petit? C'est pratiquement au millimètre près, là, similaire.
Je dirais qu'il y a peut-être un avantage au niveau du coffre sur la Ioniq 9 en termes de oui, de longueur de plancher, un petit affaire de plus. OK. Il y a combien de déclinaisons ou de versions de ce véhicule-là? On a 4 versions, 3 grandes versions, si on veut. On a l'Essential qui a un moteur, évidemment, propulsion. On a une Preferred All-Wheel Drive et un Preferred All-Wheel Drive Plus. Ça, c'est les 3 grandes familles, donc un 2 roues motrices et 2 versions 4 roues motrices. À ça, on peut regrouper des packages, des groupes d'options de luxe, donc aux 2 versions qu'on peut greffer les groupes de luxe. OK. Et ces groupes de luxe-là vont ajouter? Ça ajoute, dans certains cas, les roues de 21 pouces, le toit vitré, le toit qui est ouvrant aussi, les sièges entièrement électriques, les sièges ventilés aux 4 places, les sièges capitaines qui vont faire le fameux Lazy Boy. Ouais. Donc, il y a différents groupes, le système de son Bose et compagnie. Donc, c'est sûr que là, si on monte avec ces groupes-là, ça augmente le prix. De groupes assez dispendieux. Ouais. Le prix de départ du véhicule est à combien? À 60 000 $ pour la version Essential à 2 roues motrices. Et puis si on rajoute les éléments haut de gamme... ça, on rajoute, mais il ne faut pas oublier le côté 4 roues motrices, le all-wheel drive, peu importe la version all-wheel drive et all-wheel drive plus, on est à 65 000. La différence qui entre les deux, le all-wheel drive, c'est 303 chevaux et l'autre, c'est 422 chevaux. Donc, on peut fort probablement vivre avec la version à 303 chevaux. Ouais. Donc, à ces versions-là, 65 000, on ajoute là, des groupes à soit 12 ou 18 000. OK, c'est quand même assez dispendieux, les groupes. Oui. Là. Ouais, on se paye du luxe quand on se paye ces groupes-là. Oui, hein? exactement. Au moment où on enregistre l'épisode, puis on est des spécialistes là-dedans, toi et moi. Il s'agit qu'on dise quelque chose, qu'on l'enregistre pour que le lendemain de l'enregistrement, ça change. Mais on va passer sur le principe que ça n'aura pas changé. Si ça change, désolé. On le dira en début, juste avant le début de l'entrevue, on l'ajoutera. Il n'y a qu'une subvention disponible actuellement, qui est la subvention provinciale de 4 000 $, la fédérale étant pour le moment suspendue, son retour imminent plane comme un beau nuage par une journée d'été. Donc, c'est 4 000 $ de subvention. Donc, elle est éligible à ce 4 000 $. Oui, pendant toute la gamme au complet, peu importe les groupes d'options qu'on va mettre, le groupe, la version Essential permet l'entrée à la subvention. C'est un véhicule qui est 7 passagers, je pense, sauf lorsqu'il est équipé du groupe Calligraphy. C'est quoi, c'est le groupe Calligraphy? C'est le groupe de luxe qu'on met sur la version la plus puissante, la all-wheel drive plus. C'est la seule version qu'on va arriver puis qu'on va avoir les 2 sièges capitaines là, de deuxième rangée. Et puis une question qui revient tout le temps parce que les gens maintenant, de plus en plus, voient qu'il y a des véhicules électriques qui peuvent tirer une remorque. Donc, est-ce qu'elle peut faire du remorquage? Et si oui, combien de livres? Oui, là, c'est des valeurs quand même intéressantes parce que les gens recherchent ça. Donc, la version à un moteur, c'est 3500 livres de capacité et les versions 4 roues motrices sont 5000 livres. D'accord, intéressant quand même. On a donné beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations plus techniques. Maintenant, je veux savoir, Sébastien Côté de l'Association des véhicules électriques du Québec, qui a roulé pendant une semaine avec ce véhicule-là, a-t-il eu des émotions et si oui, lesquelles? Bon, peut-être pas des émotions sportives, mais comme j'ai dit en entrée de jeu, là, c'est vraiment un véhicule qui m'a impressionné par le comportement routier de ce véhicule-là. J'ai pas eu l'impression... le EV9... Par contre, le Kia EV9, j'avais eu le même feeling aussi, que j'ai pas le sentiment de conduire un aussi gros véhicule que ça. Un véhicule qui est bien planté, que oui, il va avoir une certaine lourdeur, mais qui a une suspension super bien calibrée sur nos routes du Québec qu'on connaît. C'est vraiment doux. Et ce qui m'avait vraiment, vraiment frappé le plus, c'est le bruit ambiant dans l'auto est quasi nul. On entend à peine le bruit des pneus. Ils ont vraiment fait un effort particulier là-dessus. Je pense que c'est ça qui va plus me manquer du véhicule. J'ai été vraiment impressionné. Ah, tout à fait. Ouais. On parle d'un véhicule qui, contrairement à, je dirais, à ce qu'on peut s'imaginer d'un véhicule coréen ou asiatique, très technologique, l'arrière-goût, l'arrière-goût, c'est un peu péjoratif, mais je veux dire, ce qui nous reste quand on achète ce véhicule-là, on me parle plus de luxe qu'on me parle de technologie. Est-ce que tu as eu ce feeling-là? J'ai eu exactement ça. Et je ne suis pas le seul.
C'est sûr que il y a certains de mes voisins qui savent que parfois j'arrive avec des véhicules étrangers dans ma cour, des véhicules électriques différents. Donc, c'est sûr que quand ils en voient un différent arriver, surtout nouveau comme le Ioniq 9, qu'on a à peine vu sur les routes de nos jours, ça l'a attiré l'œil. Ça démontre que c'est quoi ce véhicule-là, premièrement. Puis après ça, de se rendre compte que, attends un peu, c'est un Hyundai, mais je vois des touches de l'extérieur de design de véhicules beaucoup plus luxueux. Et que dire que lorsqu'on ouvre les portes, les gens sont tombés un peu sur le derrière de voir l'intérieur. Là. Ah oui, hein, c'est impressionnant. Ouais. Tu as parlé tantôt du ce que tu as appelé le mode Lazy Boy, le mode relaxation. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, bien, en fait, les 4 premiers sièges, les sièges première rangée, deuxième rangée, ont la possibilité là, de se coucher un peu plus, le dossier, et aussi relever les jambes avec un repose-pied qui s'étire. Oui. Surtout tu ne peux pas faire ça quand tu conduis? Non. Et évidemment, j'espère que non. Il y a une protection. Celui conducteur ne peut fonctionner que sur le parc, donc à l'arrêt, sûrement lors des recharges ou pendant une période de repos, ça peut être fait. C'est sûr, peut-être qu'il y a un peu moins d'espace pour les passagers avant, mais là, je te dirais le côté droit, autant passager avant que le passager de la deuxième rangée à droite. Si tu déplaces un peu les sièges, dépendant qui est assis, là, tu as un confort assez impressionnant. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils sont ventilés, chauffants, évidemment, mais ventilation à ces 4 sièges-là, donc vraiment impressionnant. Oui, t'es en train de nous donner le goût, là. Tu as parlé que le véhicule était super bien insonorisé, donc que tu entendais à peine le bruit des pneus. On rappelle là, que c'est même les vitres, c'est des vitres acoustiques là, qui mettent dans ce véhicule-là, ce qui le rend très, très, très silencieux. Quand on n'a pas beaucoup de bruit extérieur, on peut bénéficier des bruits ou des sons voulus à l'intérieur, particulièrement de la musique. Un système de son, l'as-tu essayé un peu? Ça joue bien? Oui, j'ai essayé certains types de musique, pas juste mon style, mais un système de son Bose à 14 haut-parleurs. Dans la version de base, je pense que c'est un 8 haut-parleurs. Et j'ai été aussi... non, c'est très intéressant. Ça sonne très bien. La basse est très présente aussi, si on le veut. C'est riche, c'est bien équilibré. Puis, on peut positionner là, différents settings qu'on peut faire pour l'entendre mieux, juste si on est conducteur ou à l'avant, à l'arrière, c'est vraiment bien fait. Puis, la façon aussi là, que ça va intervenir à diminuer le son lorsqu'on reçoit un appel ou qu'on reçoit un message où il y a une note qui se donne sur la navigation. Je trouve qu'au lieu de comme couper et tout ça, qu'il y ait des longs délais, ça reste en background. J'ai trouvé comme l'intégration quand même bien faite. Oui. C'est un véhicule qui a un empattement quand même assez grand. Tu as dit tantôt, tu as expliqué un peu ce que tu as appelé le mode Lazy Boy. On doit conclure que c'est vaste à l'intérieur. Donc, quelqu'un qui cherche un véhicule où il y a de l'espace, il y a une famille, où tu veux être capable de faire un voyage puis de ne pas être à l'étroit. Comment tu as trouvé l'espace intérieur, le volume intérieur? Le volume intérieur est vraiment grand. Puis, de ce que j'avais vu des véhicules sport utilitaires de 7 passagers que je connais, il y avait toujours soit un compromis à faire à la 3e rangée et ou le coffre ou les deux. Je trouve que dans ce véhicule-là, si on positionne les sièges de position équitable, on a vraiment un grand confort. Lors d'une journée de présentation, on était une journée de l'AVEC à l'Épiphanie. J'ai fait faire un tour aux gens qui étaient des bénévoles. On n'est pas tous des petits gaillards, donc on a été 6 passagers à l'intérieur, super confortable. Les commentaires ont été élogieux par rapport à l'espace que le véhicule donnait. Et après ça, on s'en va ouvrir le coffre et on se rend compte qu'il y a quand même encore du coffre. Là, on n'a pas la banquette, là, on va dire, à côté dans la fenêtre arrière. Ouais. Parlons du coffre, justement. Il y a des équipements intéressants qui se trouvent dans le coffre, tu me disais. Parle-moi donc de ça. Oui, on a accès à un 12 volts standard, là, la prise à briquet, là, ou à... Je ne sais même plus comment on appelle ça. Mais, la prise de lighter. La prise de lighter. Mais il y a aussi la prise 120 volts là, pour pouvoir faire... Directement dans le véhicule. Oui, directement dans le véhicule, au niveau du coffre. Donc, facile d'accès pour une glacière ou un équipement qu'on pourrait mettre si on décide de faire du camping dans l'auto. Une cafetière, ou peu importe. Et voilà. Est-ce qu'il y a un système de recharge qui est inclus dans le véhicule, une borne ou borne niveau 1, niveau 2?
Bien, selon ce que j'ai eu comme l'information du prêteur du véhicule, c'est que la borne n'est plus vraiment fournie avec le véhicule. Ça devient un peu la norme avec certains nouveaux... Ça se généralise. Oui, exactement. Dire, ouais. Par contre, le véhicule vient avec 2 adaptateurs parce que le véhicule est rendu avec une prise NACS. Oh, donc le type de connecteur qu'on retrouve sur les Tesla, c'est ce qu'on a sur ce véhicule-là. On sait que tous les véhicules en Amérique du Nord électriques là, vont devenir avec ce standard-là. Donc, ça se fait progressivement. Ça va commencer à partir de 2026. Mais certains véhicules l'ont déjà ou commencent déjà à l'arborer. C'est le cas de ce véhicule. Les dernières EV6 aussi sont comme ça. Et la Ioniq 9 a aussi le port NACS. Donc, il a le port NACS, mais l'adaptateur de NACS à J1772 est fourni avec le véhicule. Oui, les deux. Celui-là, le petit qu'on connaît un peu plus pour le niveau 2 et celui pour pouvoir aller sur le CCS. Les bornes rapides. Donc, c'est pas d'adaptateur à s'acheter, ça vient avec le véhicule. Non, ça vient avec les véhicules. Intéressant. Est-ce qu'ils vont le garder longtemps? Je ne le sais pas, mais présentement, si on l'achète, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont inclus dans le véhicule? La trousse pour les pneus. Qu'on connaît, qui est un standard là, au niveau des véhicules électriques. Le temps file rapidement, mais j'ai quand même encore beaucoup de questions. Ça se peut qu'on fasse un petit peu plus long, mon cher ami. Parle-moi donc de ton expérience de conduite, parce que là, c'est bien beau tout ça, mais tu as roulé avec pendant un bout de temps. Tu nous l'as dit, tu n'es pas un amateur de ce type de véhicule-là normalement. Est-ce que tu as aimé ton expérience? J'ai beaucoup aimé mon expérience par rapport à ça. Me rappelait peut-être, on pourrait rire de ceux qui ont déjà eu des minivans, mais c'est des véhicules que j'ai quand même appréciés pour faire de la grande route. C'est des véhicules qu'on est bien positionnés, on est assez haut, on a une très bonne visibilité. C'est comme ça que je me suis senti dans le véhicule. Au niveau du confort de roulement, comme je vous ai parlé, le silence de roulement apporte une expérience assez impressionnante. La tenue de route est très bonne. On n'a pas le sentiment d'avoir un grand bateau. Sauf, par contre, j'ai changé de quoi au niveau, il y a évidemment un mode, on va dire, de conduite sport pour la puissance moteur, mais il y a aussi un comportement du volant aussi, normal, confort un petit peu et plus sport. Nerveux. En le changeant en sport, j'ai vu tout autre, j'ai beaucoup plus apprécié le véhicule parce que je le trouvais un peu... bateau, là, qui le voyait un peu. Là. C'était peut-être parce que je n'étais pas habitué à ça, mais en changeant ça, j'ai tout de suite réapprécié le véhicule à rouler. Côté consommation, est-ce que tu as pu oui, j'ai fait un test. C'est sûr que j'ai fait un total de 400 km seulement. Par contre, je l'ai roulé là, dans des pluies torrentielles. En revenant, j'ai roulé autant autoroute que faire des petits trajets au travail. Donc, j'ai une consommation de 23,8 kWh aux 100 km. Oui, c'est quand même bon compte tenu de la taille du véhicule. Puis l'autonomie, ça ressemblait à ce qui est annoncé? Moi, je dirais là, que j'aurais pu facilement atteindre le 550 sans même forcer. Donc, ça, c'est une impression que j'ai. C'est sûr qu'il ne l'est pas testé, mais je suis assez confiant que le véhicule va dépasser le 500 annoncé. Ah oui, excellent. Oui. Écoute, on ne peut pas parler d'un véhicule électrique sans parler de la recharge, Sébastien. Parlons pour commencer la recharge niveau 2. C'est un véhicule qui peut se recharger jusqu'à combien en niveau 2? Est-ce que c'est du 11 kW? Okay. C'est pas mal le nouveau standard. Et en termes de bornes rapides, est-ce que tu as fait des essais? J'ai fait des essais. C'est sûr que mes essais n'ont pas été super concluants. Premièrement, quelle déception d'avoir autant d'autonomie. T'as trop d'autonomie, jamais besoin de se charger, c'est pas le fun. Quand je suis allé chercher le véhicule, que je l'ai pris, je me dis comment je vais faire pour pouvoir faire un test de recharge. Il y avait 539, je pense, qui donnait sur l'estimateur. Donc, non, j'ai quand même profité là, un matin en partant d'aller tout de suite à une borne Tesla à Boisbriand, là, qui est près de chez moi. J'ai eu une recharge là, autour du 115 kW, mais c'est une batterie qui c'était le matin, c'était pas préconditionné. Est-ce que c'était idéal? Je pourrais pas le dire. Mais et j'étais déjà à plus de 40 %, donc peut-être encore une fois, c'est pas la condition optimale. Puis, j'ai fait un autre test sur une borne de recharge éco. Évidemment qu'il y avait déjà un autre véhicule stationné dessus. Il était en partage de puissance, donc j'avais le maximum que la borne me donnait, là, soit 62 kW. Okay. On parle encore de recharge. Tu as dit tantôt que le véhicule est pourvu d'un port NACS, donc compatible avec les bornes, les superchargeurs
Tesla. Est-ce que tu as fait un essai au superchargeur Tesla? Et si oui, comment ça s'est passé? Oui, j'ai fait un essai, puis comme mon véhicule aussi est compatible, là, mon véhicule personnel est compatible, j'ai déjà l'application Tesla avec mon compte, tout ça. Donc, je sais déjà comment localiser là, les V3 et plus. Donc, oui, j'ai fait un test. Et ce qui est le fun, c'est que quand on va sur ces superchargeurs-là, pas besoin d'adaptateur, on s'en va directement dedans. Par contre, j'aurais peut-être un petit bémol à mentionner. Le matin que je l'avais testé, j'étais seul car il était très tôt, donc j'ai pris un stationnement à côté. Donc, si vous comprenez un peu que les Tesla, ils ont le port de recharge du côté gauche. Donc, la borne est plutôt axée sur le côté gauche de la position de stationnement. Mais c'est le contraire sur la Ioniq 9 que j'avais. Ah oui, le port est à droite. Exactement. Donc, tu ne peux pas te stationner dans l'espace de stationnement en face de la borne. Tu dois te mettre dans un espace de stationnement à côté. Donc, tu bloques une autre borne pour être capable de te charger. Exactement. Donc, ce matin-là, pas de problème. J'étais poli. Je n'ai pas bloqué personne. Mais quand je suis revenu en soirée, j'ai voulu aller retester encore, vu que j'avais roulé avec le véhicule, je l'avais préconditionné. Bien, sur 7 bornes, parce qu'il y en avait une défectueuse, mais sur 7 bornes, il y avait 5 véhicules déjà. Donc, je n'ai pas pu me positionner à cette place-là. Donc, c'est bon à savoir. Il est possible qu'il y ait des bornes disponibles, mais que vous ne puissiez pas vous y charger parce que si vous vous stationnez dans le trou, vous serez pas, le pistolet ne sera pas du bon côté pour vous, donc vous ne serez pas capable de vous charger. Donc, c'est quand même important. Ça veut aussi dire qu'il est possible que vous vous stationniez dans le stationnement d'à côté pour être capable de vous charger, que là, quelqu'un arrive et que vous bloquiez une autre personne. Oui. C'est le défaut d'avoir des véhicules là, avec des standards, avec les ports qui ne sont pas du même côté. Et on sait que les câbles sur les bornes Tesla ne sont pas très longs, donc ne permettent pas non plus d'aller de l'autre côté du véhicule. Il ne faut pas oublier que je n'ai pas une grande expérience avec les différents sites de recharge Tesla non plus. Donc, il y a peut-être à d'autres places que ça ne serait pas un problème. Oui, mais il faut quand même l'avoir en tête. Oui, Ce n'est pas une raison pour ne pas acheter le véhicule, hein, mais il faut juste avoir cette information-là. En conclusion, mon cher ami. Bien, c'est que je veux dire encore merci de l'opportunité. C'est une première expérience d'essai routier, là, comme on pourrait dire, en chronique, donc un essai à long terme dans le cadre du balado. J'ai apprécié le véhicule. Mes enfants ne sont plus des enfants, donc je n'ai pas besoin de ce type de véhicule-là, mais je suis capable d'apprécier les capacités que le véhicule peut faire. Donc, on a un 7 passagers confortable qui est disponible en 4 roues motrices, qui a une bonne capacité de remorquage. Donc, je suis vraiment convaincu qu'il va vraiment toucher les gens qui en ont besoin et ça va rencontrer les objectifs sans problème. Sébastien Côté, merci beaucoup de ton essai. Et puis, quand on a d'autres véhicules disponibles, on pense encore à toi? Oui, j'espère. Merci. Merci. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Cette chronique spéciale est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca. Cette semaine, une petite chronique avec et pour parler de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'ai avec moi Frédéric Saint-Laurent. Bonjour Frédéric. Bonjour Martin. L'été a été bienfaiteur? Oui, chaud,
Oui, c'est quand même... Surtout les dernières semaines. Oui, on ne peut pas se plaindre qu'il n'a pas fait chaud pour faire chaud. Il a fait chaud. Écoute, l'été, c'est souvent le moment où les gens en profitent pour se promener un peu avec leur véhicule électrique. On revient, on retourne au travail et pas même chose qu'on se rend compte. L'automne arrive et les activités recommencent, les activités scolaires, etc. Et à l'Association des véhicules électriques du Québec, les activités aussi... je ne devrais pas dire recommence parce qu'il y en a quand même pendant l'été. Hein? Vous faites beaucoup de trucs qui roulent pendant l'été. Mais mettons, on va dire la nouvelle offre de service d'événements commence à apparaître. Et justement, j'aimerais que tu nous parles de ça aujourd'hui, Frédéric. C'était un peu le but de ta présence, nous parler des événements qu'organise l'AVEQ. Pour les gens qui connaissent un peu moins bien l'Association des véhicules électriques du Québec, on en a parlé souvent, vous êtes une association de propriétaires de véhicules électriques, mais vous organisez des événements. C'est quoi un événement de l'AVEQ? Quelqu'un qui veut participer, que ce soit comme bénévole ou comme participant, il se passe quoi quand on va là? Je dirais, chaque événement est un petit peu adapté à... Souvent, c'est qu'on va se jumeler ou se greffer à déjà un autre événement qui a lieu pour offrir un volet véhicule électrique, finalement. Donc, notre offre de service, ou plutôt exactement la nature de l'événement, dépend finalement de l'événement à laquelle on se greffe. Mais il y a tout le temps certains noyaux principaux, si on veut, qui reviennent. Je dirais les deux noyaux les plus présents, c'est soit le kiosque d'information et ou les essais routiers. D'accord. Le kiosque d'information, en gros, c'est souvent que la meilleure façon de nous trouver sur un site, c'est vous chercher pour une tente orange. Oui, la couleur de l'AVEQ, c'est l'orange. Donc, exact. On spot l'orange, vous êtes là. C'est ça. Donc, souvent, justement, on va avoir notre tente orange et c'est là qu'il y a soit les inscriptions pour les essais routiers et ou le kiosque d'information. Donc, le kiosque d'information, en gros, c'est rien de sorcier. C'est différents bénévoles de l'AVEQ. Des propriétaires de véhicules électriques déjà depuis quelques années. Tout dépendant de la grosseur de l'événement, il peut y en avoir 1, 2, 3. Il y a quelques personnes justement au kiosque d'information qu'on est là pour répondre aux questions des gens. Donc, que ce soit pour démystifier les préconceptions de gens qui n'ont présentement pas de véhicule électrique ou répondre à des questions de personnes qui ont déjà leur véhicule électrique depuis X temps puis qui ont « Ah oui, mais ça, c'est quoi? Ah, je trouve pas une bonne réponse. » Ils viennent nous voir. Pour poser des questions. Une information qui est évidemment qui est neutre. Là, puis, Frédéric, évidemment, si c'est une question un peu plus technique ou comment fonctionne telle chose ou tout ça, les gens, souvent dans les bénévoles, vous avez quelqu'un qui a soit le même modèle de véhicule ou en tout cas, la question peut être très générique puis peut se répondre par n'importe quel bénévole. Mais par exemple, quelqu'un qui est en processus d'achat puis qui hésite entre deux modèles, puis qui vous dit « Hey, vous autres, vous connaissez ça, les autos électriques? » Puis là, je te dis ça parce que c'est le genre de question que je me fais poser moi aussi souvent. « Tu connais ça, toi, les autos électriques? J'hésite entre tel modèle de telle marque puis tel modèle de telle marque. Lequel des deux je serais mieux d'acheter? » Répondez-vous à des questions comme ça. On va aussi pousser la personne à se poser elle-même des questions. Justement, c'est un peu comme lequel est le meilleur. Ça n'existe pas le meilleur. C'est quoi vos besoins? Puis souvent, les gens au kiosque d'information, c'est soit que un peu comme tu as dit, on a déjà plusieurs bénévoles, surtout qu'on a les essais routiers. On a vraiment beaucoup de bénévoles pour s'occuper de tous les véhicules et tout. Fait qu'on peut littéralement l'envoyer vers un des bénévoles qui connaît très bien ce véhicule-là. Mais sinon, il va justement, on l'incite à se poser des questions sur c'est quoi ses vrais besoins. On a souvent quelques informations générales sur oui, mais tel véhicule, il y a telle autonomie ou il y a-tu 4 roues motrices. On a quelques informations générales qu'on connaît. Puis sinon, on peut aussi le référer vers soit le programme de jumelage de l'AVEQ, justement, que là, il peut vraiment trouver un propriétaire qui a ce véhicule-là ou différentes sources d'informations, tout dépendant de c'est quoi la question posée. Puis l'autre volet, tu disais, ça, c'est le kiosque d'information, mais vous avez souvent également un volet d'essais routiers. Ça fonctionne comment, ça? Les essais routiers, je dirais, encore là, les essais routiers, il y a plus ou moins 2 saveurs, puis des fois, on fait un hybride de 2 saveurs, justement, en même temps, ce qui fait un plat assez unique. Mais traditionnellement, c'était justement les bénévoles de l'AVEQ qu'on venait à l'événement avec nos véhicules et on faisait essayer notre véhicule aux gens qui venaient visiter pour faire les essais routiers. Donc, l'avantage que ce soit notre véhicule, je dirais, un peu comme tu avais dit, puis je dirais c'est surtout vrai pour essayer le véhicule, on n'est pas là pour le vendre. On est là pour donner l'information juste à la personne. Et contrairement à un vendeur de chez insérer le nom de votre concessionnaire préféré,
quand tu dis, c'est quoi le problème ou c'est quoi les points faibles de ce véhicule-là, il va soit y aller sur quelque chose de générique ou, tu sais, nous autres, on vit avec le véhicule depuis un bout de temps. Ici, il y a un point faible, on n'a pas de problème à le dire. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est quelqu'un qui achète le véhicule, puis il était blablabla qui n'est pas à mon goût. Ouais, on le savait, il y a un des points qui est connu. Ou c'est juste que. Donc, justement, ça, on ne se gênera pas pour le dire quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas de véhicule parfait, là, soyons honnêtes. Non, c'est Ils ont clair. toutes leurs forces et leurs faiblesses. C'est de trouver celui qui nous convient. Exact. Écoute, Fred, justement, vous avez des événements de ce type-là, ou en tout cas, ou des variantes d'événements comme ceux-là qui s'en viennent. Peux-tu nous en énumérer quelques-uns? Je dirais, on va y aller en ordre chronologique. Le premier, ça serait c'est du 12 au 14 septembre à Gatineau, le festival, c'est un festival aérien où il y a différents spectacles aériens de différents types d'avions, puis différentes choses en style. À Gatineau, étant donné la place, justement, où ce qu'on est et tout, c'est plus, justement, juste un kiosque d'information. Donc, justement, il y a différents commerçants qui veulent se faire voir sur place. C'est ça, probablement plusieurs qui ont rapport avec le domaine. Nous, on est un petit peu un extraterrestre dans ce coin-là. On s'entend, on n'a pas vraiment rapport là, mais ça nous permet justement d'aller rejoindre un public qui n'aurait peut-être pas pensé venir nous voir, venir nous poser des questions. Oui. Donc, ça permet d'aller rejoindre un nouveau public et promouvoir l'électromobilité, qui est un des buts de l'Association des véhicules électriques, justement. Donc, c'est Aéro Gatineau et tu me dis que c'est du 12 au 14 septembre. 12 au 14 septembre. Ensuite? Du 18 au 5 octobre, là, vous allez me dire, c'est long ça, Fred? Oui, effectivement, c'est long, mais on n'est pas tout seul sur celle-là. On a déjà eu à Québec une collaboration justement avec Plug and Drive Canada, qui faisait chez un concessionnaire Napa Auto, si je me rappelle bien. Un garage Napa Auto à Québec. Donc, c'est principalement Plug and Drive qui organise, qui sont le chef d'orchestre, mais nous, on arrive avec quelques bénévoles, justement, qu'on fait différents rôles. Comme je disais tantôt, on fait soit des essais routiers, soit de l'information. C'est la même affaire. Donc, on va être là, participer, donner de l'information, partager notre vécu, surtout Plug and Drive. Il y en a certains qui ne sont pas du Québec. Fait que toutes les petites spécificités du Québec, genre le circuit électrique, ou ça, nos bénévoles ici du Québec, justement, on va être un peu plus au courant de ça. Fait que ça permet un peu d'aller chercher les forces des deux. Justement, eux autres, ils ont leur grosse machine qui fait une tournée à travers le pays. Nous autres, on amène une certaine connaissance locale. Et c'est à quel endroit? Donc, celui du 18 au 5 octobre, ça va être à Québec, justement. Donc, c'est ça, à Québec. Puis, il y en a aussi deux autres plus tard dans cet automne. Il y en a un autre du 9 au 26 octobre à Trois-Rivières et du 30 octobre au 16 novembre, là, ça va commencer à être un petit peu plus frais, à Saint-Jérôme. D'accord. Donc, toutes les informations là-dessus vont se retrouver sur le site de l'AVEC, j'imagine, dans le calendrier d'événements. C'est ça, à un certain point, oui, ou aussi sur le site de Plug and Drive. OK. Qui Plug and Drive aussi, c'est une association peut-être un peu moins axée propriétaire, bénévole, vraiment sur le terrain, mais c'est quand même, il y a beaucoup de bénévolat dans cette organisation-là. C'est un OBNL financé en bonne partie aussi par le gouvernement du Canada pour justement faire la promotion des véhicules électriques. Fait que c'est vraiment, on a une mission commune, puis on se joint à eux pour cet événement-là. Ces événements-là, je devrais dire. D'autres événements au calendrier? Oui. Sinon, justement, là, je t'ai rendu au 16 novembre. On a tout fait les plug and drive. Là, on va juste revenir un peu en arrière. Donc, on revient le 27 septembre, justement, pendant la période du plug and drive à Québec. Il va aussi avoir le 27 septembre un événement dans le parc industriel de Bécancour en collaboration avec Rouler électrique. Lui, ça va être justement essai routier et kiosque d'information. Excellent. Sinon, du 3 au 5 octobre, ça va être c'est le premier salon qu'on a de prévu justement dans notre automne. En fait, à date, cette année, c'est notre seul salon qu'on a de prévu. Là. Parce que souvent, l'automne, historiquement, il y avait beaucoup de salons de véhicules électriques. Donc là, justement, l'année passée, il y a eu le premier salon à Sherbrooke, le salon de l'Estrie. Donc, encore du 3 au 5 octobre cette année, il va encore avoir le salon de l'Estrie et on va être là pour les essais routiers. Tantôt, j'avais dit que les essais routiers, souvent, c'était nos véhicules. L'année passée, justement, à Sherbrooke, c'était les véhicules fournis par un paquet de concessionnaires autour, justement,
De la région de Sherbrooke. Autour de Sherbrooke, là, dans la grande région de Sherbrooke. Donc, fort probablement que ça va être la même formule. Donc, dans ce cas-là, c'est pas nos véhicules. Fait qu'on les connaît pas encore au moins tout à fait. On les connaît pas, autant sur le bout de nos doigts, mais on a quand même une très bonne connaissance des véhicules électriques en général. Puis quand on est sur place, les bénévoles, ils viennent canasser font une couple de tours avec, ils apprennent les points importants. Vous êtes habitués, vous savez quoi regarder. On en a vu plusieurs. Fait que on s'adapte aussi. Puis, comme je disais toujours, le kiosque d'information qu'on est là pour donner de l'information aux gens. Puis aussi, des fois, ce qui arrive, c'est quand les bénévoles aux essais routiers sont un peu plus calmes, ils vont donner de l'information puis ils essaient de trouver du monde pour des essais routiers. Fait qu'on s'ennuie rarement en tant que bénévole dans ces événements. Frédéric, le temps roule vraiment rapidement, mais j'aimerais conclure avec toi. Tu as parlé tantôt brièvement. Tu as un autre événement? Il en reste un dernier vas-y. À Saint-Étienne-des-Grès le 4 octobre. Encore essais routiers. Excellent. Donc, merci. Merci. Donc, je disais, tu as abordé tantôt brièvement le programme de jumelage. Peux-tu, en terminant, nous parler, nous dire c'est quoi le programme de jumelage, ce que ça permet de faire et comment on fait si on y est intéressé? Je dirais le programme de jumelage, c'est un mix de Uber Eats puis de sites de rencontres. Donc, plutôt que d'aller au restaurant pour commander ta bouffe, plutôt que d'aller à un événement faire les essais routiers, on a un site web sur lequel je me dis, moi, je suis intéressé à avoir des détails sur, je sais pas, on va dire ça de même, le Blazer. Donc, on peut aller sur, là, le site web, justement, c'est jumelage.ca. On va y dans l'ordre de ce qu'il faut faire. Donc, vous allez sur jumelage.ca. Après ça, si vous n'êtes pas déjà membre ami ou membre or, là, mais au moins membre ami, donc il faut vous inscrire membre ami à l'Association des véhicules électriques du Québec. Une fois que vous êtes membre ami, justement, vous allez pouvoir faire une recherche dans la section jumelage réservé à un essai routier. Donc, sur cette page-là, justement, vous choisissez le modèle de voiture que vous voulez, la région et puis encore là, c'est des critères. Donc, vous rentrez les critères que vous voulez, là, mais les 3 critères principaux, justement, c'est modèle de voiture, région et ou disponibilité. Et là, ça va trouver un bénévole dans la région ou, si vous n'avez pas rentré de région, à grandeur du Québec, qui est disponible pour faire des essais routiers de son véhicule, de ce modèle-là, pour justement vous le faire essayer, répondre à vos questions, puis ainsi de suite. Donc, pas besoin d'attendre un événement officiel de l'AVEC si on veut voir, essayer, poser des questions sur un véhicule. On va à jumelage.ca, on sélectionne la région, le modèle de véhicule, puis ça nous match avec un bénévole qui est disponible pour nous rencontrer, nous faire essayer le véhicule dans la région de notre choix. Exactement. Puis on a plus qu'une centaine de véhicules, peut-être 98 bénévoles, parce qu'il y a certains bénévoles qui ont 2, même 3 véhicules, là, mais on a un peu plus qu'une centaine de véhicules disponibles pour les routiers. Là, je viens de faire une recherche au hasard, justement, un Polestar 2, Tesla Model 3, il y a un X5, Nissan Leaf, il y en a vraiment, il n'y a pas tous les modèles, mais il y en a vraiment une belle variété. Certain que question de démographie, il y en a plus dans la région de Montréal, vu qu'il y a plus de population, mais admettons que vous êtes vraiment curieux sur un véhicule puis qui n'est pas proche de chez vous. Je dirais, aventurez-vous quand même. Au pire, vous allez juste pouvoir rentrer en communication avec la personne puis vous ferez ça par téléphone ou peut-être vous organisez une fin de semaine, vous faites une moitié du trajet, il fait l'autre moitié du trajet, vous vous rejoignez entre les deux puis vous allez pouvoir voir justement c'est quoi que... Au moins, il va se faire un plaisir de tout répondre à vos questions. Là. Frédéric, ce service-là est-il payant ou c'est gratuit? Gratuit. C'est totalement gratuit. Yep. Ouais. Puis être membre de l'AVEC, membre ami, c'est un membership qui est gratuit, mais il y a un membership or qui, lui, est payant, qui vous offre plus de services. Donc, j'incite les gens à regarder les avantages qui est allé vous abonner. Là. Peut-être que ça vaut la peine de devenir membre or, voire même platine dans certains cas, pour avoir un peu plus de services. Mais même avec le service de base qui est ami, vous avez accès gratuitement à ces essais routiers-là sur mesure, là, qu'on appelle le programme de jumelage. En fait, justement, tu parlais de l'abonnement platine. Pour l'abonnement platine, justement, c'est un des aspects de l'abonnement platine. C'est si vous voulez être accompagné, soit dans votre processus d'achat, de planifier des longs voyages. Il y a quelque chose qui vous inquiète, vous n'êtes pas sécuritaire, là. Ben, justement, donc, abonnement platine, puis après ça, l'AVEC, vous dites ce que vous cherchez, l'AVEC va vous trouver un bénévole pour vous accompagner là-dedans, partager son expérience, pour essayer le plus possible d'enlever toutes les inquiétudes ou les insécurités, là, dans le processus d'achat ou de se familiariser avec sa nouvelle monture. Ceux qui veulent en savoir plus, www.aveq.ca ou encore vous pouvez écrire à info@aveq.ca. Frédéric Saint-Laurent, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Merci Martin.
Retour dans le rétro. Votre capsule historique sur la petite histoire des voitures électriques. We are here at the White House for a special report on the energy crisis. Mr. President, how would you describe the energy problem? How would you sum up the steps you've taken so far to ease the situation? Sensible, logical, or responsible. Mr. President, how fast will the price of gasoline continue to rise? And for the millions of Americans waiting for the gas shortage to end, have you any message? « 1973. Le monde s'arrête. Les files s'allongent devant les stations-service. Les prix explosent et pour la première fois, on réalise une chose, notre dépendance au pétrole peut tout faire basculer. Bienvenue dans la première crise pétrolière mondiale. Dans ce contexte de pénurie, un vieux rêve refait surface. Ici, on se passait du pétrole en roulant à l'électricité. La crise énergétique frappe fort. Les États-Unis, le Canada, l'Europe, tout le monde cherche des solutions. Moins de voitures, plus de transports en commun et surtout des alternatives aux carburants fossiles. Nous devons développer des technologies propres, renouvelables et indépendantes du pétrole étranger. Le problème? À l'époque, la technologie n'est pas prête. Les batteries sont lourdes, l'autonomie est ridicule et la performance laisse à désirer. Mais ça n'empêche pas certains de rêver. Dans les années 70, plusieurs prototypes voient le jour. Ford crée une version électrique de sa Ranchero. Sebring Vanguard lance la City Car, une petite boîte à roulettes carrée qui ressemble à un grille-pain sur roue. En France, EDF et Renault explorent aussi des projets de véhicules urbains électrifiés. Mais soyons honnêtes, ces voitures font sourire aujourd'hui et à l'époque déjà, elles ne séduisent pas le grand public. Pourtant, l'idée germe. Des chercheurs, des ingénieurs, des rêveurs, tous tentent de planter la graine de ce que sera et deviendra bientôt la révolution électrique. La crise passe, le prix du pétrole redescend. Et comme souvent, l'intérêt pour les alternatives aussi. Les projets de voitures électriques sont rangés dans les tiroirs jusqu'à la prochaine alerte. La crise pétrolière des années 70 n'a pas lancé l'électrique, mais elle a semé le doute. L'idée que de dépendre d'un seul carburant pouvait être risqué, dangereux même. Et c'est ce doute-là, persistant, qui allait un jour devenir moteur. C'était Retour dans le rétro. La prochaine fois, on se penche sur ces véhicules électriques qu'on a presque oubliés, mais qui ont pourtant marqué les années 90 et 2000. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Sébastien Côté, Daniel Breton, ainsi que Frédéric Saint-Laurent. À la recherche, Martin Archambault, nos chroniqueurs Stéphane Daou, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, Les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible. Hydro Solutions, Précision PPF Vitre Teintée, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Complexe EV, Roulon Électrique, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado sont adressées à martin@silenceonroule.com et l'information générale sur les voitures électriques se retrouve au www.aveq.ca. Vous avez accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.